Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'assez extraordinaire, très original, et ça va nous permettre tous les deux de faire un clin d'œil à Jean-Pierre Leroux, qui a eu, qui est un de nos auditeurs, qu'on salue, qui est très souvent là dans la matinale avec, en général, d'excellents commentaires. Eh bien, Jean-Pierre Leroux a proposé que nous invitions François Belay, et c'était une très 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 bonne idée. Mais ce que ne sait pas encore Jean-Pierre Leroux, ne sait pas encore Jean-Pierre, c'est que grâce à François, peut-être qu'on va débarquer avec des caméras quelque part pour le filmer, pour te filmer, voilà, parce qu'on se tutoie. En tout cas, merci pour la mise en relation. Donc, François Belay, toi, tu es touche à tout. Tu Je es essayiste. suis, oui, c'est ça, mais au moins producteur d'idées de manière générale, mais on va dire plus spécifiquement en ce moment, je me présente comme écrivain essayiste, on va dire. Bon, c'est le cas, 5 livres. Ça, c'est le 5e. Voilà, c'est ça. Donc, petit traité des idées à l'usage de ceux qui veulent se faire entendre. C'est le 5e livre et c'est le 4e essai. Et dans tout ça, j'ai fait un roman qui était une dystopie à l'époque, mais tout ça est quand même une petite cohérence. Et puis, tu as été producteur, musicien, où j'ai appris que tu avais fait un jeu Oui, oui. récemment. Voilà, c'est ça. Ben, j'ai fait de la musique pendant, on va dire, une dizaine d'années. Euh, et puis, j'ai fait de la communication. En fait, la cohérence de l'ensemble de ces travaux-là, c'est l'idée, et puis l'énergie que ça en dégage, et puis la rencontre aussi ouverte, on va dire, sur des univers qu'on ne connaît pas et qui m'intéressent de fait. Euh, Par exemple, le jeu de la traversée de Paris a l'air assez extraordinaire. On aurait pu faire une interview rien que là-dessus, même en mettre en plateau. Enfin, ce serait bon, faudrait faire une autre fois. On pourrait faire, ouais. C'est sorti l'année dernière, un petit peu avant les Jeux Olympiques, la traversée. Et certains connaissent apparemment, puisque ça a bien marché. Ça a bien marché, ouais, ouais, ouais. On avait eu une bonne exposition, et j'ai eu des très bons retours. On en avait beaucoup parlé au moment des Jeux Olympiques, puisque l'idée c'était pouvoir traverser Paris sans perdre, enfin en conservant sa santé mentale, ce qui n'était pas gagné. Voilà. Ce qui n'est toujours pas gagné. C'est toujours pas gagné. Ouais. J'évite de prendre ma voiture, par exemple, dans Paris, parce qu'au bout d'une demi-heure, 40 minutes, je commence effectivement à perdre ma santé mentale. Voilà. Et je me demande comment les taxis, par exemple, survivent. Ouais. En Mais termes de santé mentale. ouais. Alors ça, je sais pas, mais c'est vrai que dans le jeu, en fait, quel qu'en soit en fait le moyen de transport, l'idée c'était qu'on pète un peu les plombs, quoi. Donc le piéton, on prenait aussi pour son grade, la personne en trottinette, enfin voilà, on avait balayé un peu tous les moyens de locomotion modernes de la ville de Paris. Donc c'était sympa, c'était un bon exercice de photographie de l'époque, parce que ce qui m'intéresse dans ce livre aujourd'hui et dans le jeu hier, c'est comprendre l'époque et photographier telle qu'elle est, voilà, au moment où je m'intéresse au sujet. Alors, sauf que là, on va parler de ce livre, qui est un petit livre, donc le petit traité des idées. Voilà. Petit livre, mais très puissant. Parce que c'est souvent comme ça. D'ailleurs, même si c'est organisé un peu par chapitrage, Ouais. très court, très dense, c'est un peu un manifeste, Oui. en réalité. Et ça vaut... voilà. Tous les bons livres ne sont pas énormes. Là, c'est la preuve. Alors, on devait se voir beaucoup plus tôt, parce que ce Ouais. livre est sorti il y a 6 mois maintenant. Il est sorti en septembre. Pardon. Ah ouais, ouais. Non, pardon, tu l'as dit bien. Pardon, il est sorti en septembre. Il est encore récent, ouais, ouais. Tu l'as écrit il y a 6 mois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il vient de sortir en septembre. On devait en parler en octobre. Bon, le temps de s'organiser. Et puis, j'ai eu mon accident en Russie. Donc, tout ça a été décalé. Bref, on est là. Et c'est un livre... je comprends pourquoi Jean-Pierre Leroux nous l'a proposé. Parce que c'est un livre assez formidable. Donc, j'ai pu lire en étant à l'hôpital. Bon, super. Qui se peut se lire ailleurs. Oui, non, mais Je souhaite d'ailleurs au lecteur qu'il lise ailleurs qu'à l'heupital. Heureusement que j'avais ça. Et en fait, tu te poses la question d'où viennent les idées, comment on se retrouve à penser ce qu'on pense. Ouais. Et puis, c'est un peu aussi un manuel pour sortir de ces cadres et libérer chacun ses capacités et
vraiment sortir des cadres et trouver, sortir des idées préconçues, Ouais, quel que soit le domaine dans lequel on est. Alors, c'est ça. comment ça t'est venu? Alors, bon, déjà, deux choses. L'intitulé, c'est un petit traité des idées. Donc, je dirais que déjà, le petit traité, il répond à la forme du petit traité. C'est-à-dire que je me suis emparé d'un sujet, donc là, les idées, j'y apporte une vision personnelle et surtout, c'est une pensée qui est de fait vulgarisée. Donc, c'est-à-dire que c'est un public très large. Le petit traité, contrairement au traité, c'est un format accessible, une pensée accessible. Donc, l'amorce de l'intitulé du petit traité doit pas faire peur, je veux dire, dans l'approche. Parce que si ça répond à cette notion de petit traité qui, de fait, emmène de la réflexion, ce qui m'a intéressé derrière, c'est très vite de rentrer dans une question non pas forcément philosophique, mais pratique. Donc, il y a un moment donné, moi, la réussite de la réflexion, c'est de pouvoir se dire, on réfléchit et très vite, on passe à l'action avec quelque chose de concret. Donc, ma promesse, elle C'est est simple. important parce que c'est vrai qu'il y a pourquoi on pense qu'on pense. Mais en fait, Qu'est-ce qui détermine notre pensée? C'est quelque chose qui est déjà pensé depuis longtemps et je pense par exemple bien sûr, Bourdieu qui a écrit d'excellents livres très gros sur, comment, pourquoi le bourgeois pense pourquoi le avec prolétaire la pense distinction et un autre autre distinction. ouais. Mais toi, c'est vraiment plutôt à l'usage, c'est un outil. Ouais, moi, c'est un Oui. outil. C'était de se dire aujourd'hui, il y a énormément de gens qui pensent, qui sortent des essais, mais à un moment donné, il y a un côté. Moi, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre la réflexion et l'action. Et aussi, après, la communication. C'est qu'une fois que j'ai structuré mes idées, comment je fais pour me faire entendre dans un monde bruyant? Parce que la promesse de ce livre-là, ça fait écho à la société de production de contenu de masse. C'est-à-dire que ce livre-là, pour moi, il est intéressant parce qu'il s'inscrit dans un flux d'opinion où il y a aujourd'hui est publié 1 milliard de vidéos par jour dans le monde, 5 milliards de photos. Donc, ça répond à la problématique comment se faire entendre dans un monde bruyant Par jour. par jour. Fréquence populaire, c'est notre média, mais c'est aussi le vôtre. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est une manière particulière de s'organiser, de fonctionner. C'est un choix politique au sens noble du terme. Nous avons fait le choix de faire de Fréquence populaire un média, un véritable média organisé sous la forme d'une SKIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ? Parce que l'information, vous le savez, est bien trop captée par le pouvoir politique qui en use et en abuse, par l'oligarchie financière qui la possède, et par quelques actionnaires invisibles qui orientent la ligne éditoriale en fonction de leurs intérêts. Les coopératives de presse ont une longue histoire en France et en Europe. Elles ont émergé chaque fois qu'un peuple voulait se réapproprier son information. Des journaux ouvriers du 19e siècle, au grand titre de la libération organisée en coopérative, le principe a toujours été le même. Si l'information appartient à tous, alors elle peut servir l'intérêt général. Au contraire, quand l'information appartient à quelques-uns, elle ne sert que l'intérêt privé. Et lorsqu'un média appartient à celles et ceux qui le soutiennent, il ne peut être acheté, manipulé ou étouffé par des forces extérieures. C'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui avec Fréquence populaire. C'est pour ça que nous ouvrons ce média, comme nous vous en avions déjà parlé, à la souscription. Pour devenir sociétaire de Fréquence populaire média, eh bien nous vous appelons à une souscription de 150 € qui est déductible des impôts à hauteur de 66%, si bien sûr vous êtes soumis aux impôts sur le revenu. Vous verrez les informations sur une page dédiée que vous trouverez en bas de nos vidéos ou sur le site fpop.media. En devenant sociétaire, vous pourrez participer à la gouvernance de Fréquence populaire et contribuer à bâtir un média réellement indépendant en ayant accès aux comptes de ce média et, bien évidemment, en participant à bâtir sa ligne éditoriale. Si vous pensez que la démocratie commence par une information libre, si vous refusez de laisser l'actualité être filtrée par les intérêts privés, alors rejoignez-nous, donnez-nous la force de continuer le combat que nous menons, mieux encore que nous le faisons jusqu'à maintenant. Construisons ensemble un média qui ne doit rien aux puissants, un média qui n'appartient qu'à celles et ceux qui le font vivre, c'est-à-dire vous, nous, et bien sûr ceux à qui il est destiné, le peuple. Bah ouais, il y a 5... Je savais qu'en France, il y a un livre par jour, je crois, qui est publié. C'est 250. Ah, presque. Il y a, alors,
encore autre chose derrière. C'est le monde de l'édition. C'est de se dire, là, on rétrécit je dirais la réflexion. Il y a 80 000 livres par an qui sortent en France avec les rééditions. Il y a 100 000 auteurs. Dans une Fnac, dans des grands magasins comme ça, c'est entre 50 000 et 100 000 références. Et il y a 800 000 références disponibles dans le catalogue, en gros, sur le marché. Comment on fait pour se faire entendre? Déjà, se faire voir et se faire entendre. C'est quasi impossible. Quasi impossible. Il faut rentrer dans une librairie pour trouver son livre, c'est impossible. Donc, j'y apporte des clés et surtout, je m'adresse à ceux qui ont des choses à dire. Et d'emblée, je coupe le monde en deux, ceux qui parlent, donc la société bruyante, ce que j'appelle la société déblatérante, et de l'autre côté, les gens qui peut-être sont silencieux d'apparence, mais qui ont des choses à dire. Et parce qu'il y a du contenu, après, on peut essayer de le structurer, le formaliser, pour pouvoir ensuite diffuser ses idées. C'est ça qui est bien, entre autres dans Sif, c'est qu'il est situé. Comme tu as dit, il est situé dans notre temps. Dans l'époque, et c'est ça. Dans l'époque, et les époques changent, la culture change, les moyens de communication changent, et se faire entendre, ou même penser, c'est pas la même chose qu'au XVIIIe siècle. Et c'est ça. Des Lumières. Exactement. Où il y avait finalement peu de production. Et où en vrai, la pensée était quasiment réservée à quelques-uns. Et bien sûr. Voltaire, Rousseau, voilà. C'est très intéressant, mais... Et on voit par exemple avec la technique, quand à cette époque apparaissent, l'imprimerie se démocratise, et apparaissent des gazettes dans toute la France, des gens qui impriment des petits trucs. Et déjà, il y avait ce problème de passer au-dessus, mais là maintenant, comme tu dis, c'est un brouhaha absolument permanent. Oui. Et là, tu donnes, en fait, c'est une arme. C'est une arme pour ceux qui voudraient, ou ne savent pas, qui veulent encore, comme tu as dit, qui ont des idées, qui veulent se faire entendre et qui ont des choses à dire. Je pense qu'aujourd'hui, avoir des choses à dire, et ce, quel que soit le domaine, ça peut être la politique, ça peut être le sport, ça peut être la culture, ça peut être l'art, ça peut être la littérature. Et avoir des choses à dire sur l'époque, mais après, comment on le dit? Donc ça, c'est la naissance de l'idée. Et ensuite, avoir conscience, des règles du jeu, du système et de son écosystème. Les images, la reprise, les influences. Et comprendre les règles du jeu, les accepter, ça c'est très important. Et ensuite, essayer soit de les détourner, de les contourner, mais en tout cas de jouer avec. Et ça m'intéresse. On est dans une société de communication. Alors, on peut ne pas l'accepter et tout, mais il y a un moment donné, c'est très difficile de faire contre, de s'opposer. Donc, j'apporte au lecteur des clés et de voir surtout comment ça marche. Et puis après, on peut avancer. Parce que toi, tu t'opposes tout ce qui est discours mou et consensuel, cadré. Ouais. Le fait est qu'en fait, dans ce brouhaha, le gros de ce qui est produit est assez conforme. Ouais. C'est beaucoup de répétitions. Et souvent, sortir du cadre est sanctionné. Tout à fait. Voire invisibilisé, justement. Absolument. Les idées ne passent pas. D'ailleurs, tu peux le voir, tout le monde ne le voit pas, mais il y a beaucoup de bouquins dans cette maison. Et en fait, il y a une bonne moitié qui sont lus au quart, au tiers. Parce qu'en fait, en le lisant, je me rends compte, moi j'ai lu ça 52 fois. Ouais. Bon, c'est sympathique. Alors, le pire, c'est dans les médias de masse. Et ce qui fait qu'on verse aux citoyens des idées préconçues, toujours les mêmes, qui n'arrivent pas à sortir du cadre. Exactement. Et dans une période de crise où on est actuelle, c'est intéressant d'avoir un petit manuel d'autodéfense, en fait. Ouais, absolument. Alors, c'est un manuel d'autodéfense, je dirais presque même un manuel d'attaque. Clairement, pour imposer ses idées. En défense. Exactement. Et en fait, pour moi, c'est l'un des marqueurs de l'époque et l'une des clés du livre, c'est la polarisation aujourd'hui de notre société. Et pour moi, la vraie originalité, c'est de dépasser la pensée
presque naturelle, celle qui vient spontanément, et presque de penser évidemment par soi-même, mais de penser contre soi-même, de fait. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et parfois, j'aime bien dire que la pensée démarre ou commence au moment où elle dépasse celle de son propre camp. Ça m'intéresse. Parce que, un, on ne nous attend pas là, et deux, ça devient beaucoup plus intéressant, original, et parce que, quel qu'en soit le sujet, si on est dans notre petite communauté, dans la pensée dite précarée, que j'explique bien dès le début du livre, on n'aboutit pas à grand-chose. Donc en fait, derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire casser les normes de la pensée, et il n'y a pas de limite dans la pensée dite en escalier. Donc on peut monter, on peut descendre, on peut même tomber, mais ce qui est important, c'est d'aller décrocher des idées ou des pensées nouvelles. C'est la promesse que je fais au lecteur. Voilà. Et comment on fait parce que tous les domaines, que ce soit le journalisme, l'économie, l'analyse géopolitique, même les questions de défense, en fait, pour monter, pour être entendu, pour pouvoir prétendre à parler aux autres, il faut faire des écoles, monter des degrés, prouver une compétence, mais prouver dans un cadre. Et en fait, le mécanisme d'accession à une notoriété dans un domaine donné formate la pensée. Mais en même temps, il faut apprendre. Donc, comment on sort de cette contradiction? Mais alors après, il y a beaucoup de notions dans cette question. On dit souvent qu'il faut s'ouvrir. Ouais, il faut s'ouvrir. Et je pense qu'effectivement, il faut s'ouvrir pour avoir des idées. Il faut s'ouvrir au monde, mais c'est surtout, il faut sortir de son monde. Et donc, moi, je suis toujours parti de ce principe-là que quand je m'intéressais à un sujet, bon, j'allais lire, voir tout ce qui s'était dit sur le sujet. Et il n'y a pas d'idéologie créative. C'est-à-dire, quand on s'empare d'un sujet, il faut lire, on va dire, tout ce qui s'est dit sur la thématique, toutes les voix dites officielles, mais aussi les voix les plus originales, voir si il n'y a pas de discrédit a priori. Donc je pense qu'il faut aller voir pour ramasser la matière la plus exhaustive, la matière première de travail, et puis ensuite, il y a les partis pris. Alors après, pour gagner une légitimité, un crédit dans un domaine, dans une discipline, et là, effectivement, on n'échappe pas aux canaux qui diffusent, aux leaders d'opinion qui peuvent aussi créditer. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, toutes les cartes sont rebattues. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avant, il y avait ce qu'on pouvait appeler le mainstream, après on peut avoir les médias alternatifs, ou la pensée mainstream, ou la pensée alternative. Et je pense qu'on a un peu besoin des deux. Donc c'est toujours une affaire d'équilibre. Donc, je disais, il y a 50 idées rédigées de manière courte. Ouais. Est-ce que tu t'es inspiré de Nietzsche ou de Marc Aurèle dans Penser pour moi-même? Ouais. Cette manière de découper la réflexion, d'ailleurs, Penser pour moi-même, il y a un rapport. Et ce qui permet de... j'ai lu d'un coup, mais on peut aussi bien se dire, tiens, prenons la question du point 17, soit le 23, et revenir en arrière sans qu'on soit bloqué, recommencer à la page 0. Ouais, c'est ça. Alors, plutôt. Oui, et en fait, là, j'ai toujours été, moi, hyper attaché à la forme d'un livre, parce que en tant qu'auteur, on n'a pas le droit d'ennuyer le lecteur.
on a presque quand même un devoir de l'accrocher. Le lecteur ne m'a rien fait. Je dois pas l'ennuyer. Donc la forme, elle a été importante quand j'ai conçu le livre. Pas tant l'écriture, mais je me suis dit, tiens, j'imaginais un livre comme ça, avec des amorces. Et donc, ça donne un livre cohérent dans sa structure, c'est-à-dire qu'il y a 5 grandes parties. Donc, il y a une logique dans les parties, puisqu'on passe de la naissance d'une idée, en gros, à sa diffusion de masse. Mais ça s'appuie sur des régimes de texte différents. Donc, on a à la fois des fragments, donc des réflexions, mais il y a aussi des slogans et des manifestes, où la pensée, là, elle est beaucoup plus aboutie qu'un slogan, mais elle garde quand même son impact. Bon. Et après, il y a une logique de numérotation. Alors, il se trouve que moi, j'ai effectivement Nietzsche numéroté ses textes. Il y a aussi beaucoup de penseurs des années 60-70. Bon, je pense à Guy Debord, La Société du spectacle, un livre, enfin dire un courant qui m'a beaucoup intéressé à l'époque, marqué, quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai repris à la fois une logique de numérotation plutôt qu'une logique de pagination. Et la grande clé, le grand secret du livre, c'est qu'il y a un code secret. Et en fait, les numéros, c'est un truc un peu marrant comme ça, d'auteur à lecteur, c'est qu'en fait, il y a 50 numéros. Et l'idée, c'est de pouvoir additionner les numéros. C'est-à-dire additionner des pensées pour avoir un résultat. Voilà. Donc, par exemple, si j'ajoute le 5, plus le 6, plus le 20, plus le 28, plus le 33, plus le 38 et le 48, j'arrive à la formule secrète du livre pour se faire entendre. Je croyais que c'était pour le loto. C'est encore mieux. C'est les chiffres de la créativité. C'est pas Et 42? donc, 42. La réponse à toute chose. Ah oui. 42. Donc, une logique de numérotation. D'abord, c'est beaucoup plus facile à se repérer. C'est clair. Et c'est créatif, mais il y a aussi une logique d'addition et de cohérence. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'avais noté plusieurs choses. Je commence par la fin, parce que il y a plusieurs idées réflexions qui sont très, très gros pour marquer des choses. Ouais. Et là, je commence par la fin. Bah, c'est très bien. Parce que justement, j'utilise la plasticité du livre. Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Ouais. Donc, Karl Marx. Absolument. Jetez la vôtre, ça c'est toi. Jetez la vôtre dans le maelstrom de la foule, tel un virus. Contaminer la terre entière, que vos idées circulent partout d'un organisme à l'autre et deviennent ici et maintenant le nouveau variant. Alors, c'est intéressant cette façon d'exprimer une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Ouais. J'en prends Karl Marx parce que est-ce que tu t'es inspiré de Karl Marx aussi pour ce qu'on trouve dans la philosophie de Karl Marx jeune, la thématique de l'autocritique. Puisque tu disais, d'abord, il faut réussir à sortir soi-même du cadre dans lequel on est. Est-ce que ça t'a inspiré sa pensée, pas particulièrement. Après, l'autocritique, oui. L'autocritique, avant même de démarrer Enfin, quand on a de l'ambition dans la construction d'une pensée, l'autocritique de soi, mais du sujet sur lequel on travaille, me paraît un préalable. Ça, c'est évident. Alors après, concernant la diffusion, puisque c'est cette citation de Marx, l'idée comme force, c'est sûr qu'une idée en soi, elle n'a de valeur que si, à un moment donné, elle s'empare des masses. C'est-à-dire, elle trouve un public. Son public, j'en sais rien, mais en tout cas, un public. Et je cite aussi un autre moment du livre, où je dis qu'à un moment donné, une idée n'a de valeur que si elle est concrète et si elle est réalisée. Donc ça, c'est l'étape d'avant.
Mais je veux dire, à un moment donné, une idée, il faut qu'à un moment donné, elle imprime. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette citation particulièrement intéressante, parce que il faut sortir de cette logique on peut retrouver aussi avec les réseaux sociaux, où on se dit qu'à un moment donné, notre idée, elle ne peut que réussir que dans un périmètre donné. Par exemple, les gens qui vont cibler le grand public vont rester dans le grand public. Ceux qui vont faire une pensée un peu subversive, ils vont vouloir rester dans le subversif ou l'alternatif, en pensant ne surtout pas aller dans le mainstream. Bien au contraire. Quand on veut diffuser sa pensée et ses idées, il n'y a pas de... On ne va pas reproduire un périmètre au niveau du public. Donc, moi, mon bouquin, il peut être lu par tout le monde. D'abord, il est accessible, mais je ne limite pas, je ne me fais pas un profil type de lectorat. Et donc, je pense que la force d'une idée, c'est comme ça. Les idées qui marquent, celles qui marchent dans le temps, et c'est surtout celles qui touchent le public le plus large possible. Ouais. Ah, d'ailleurs, par rapport à ça, je reviendrai sur la question de l'autocritique des camarades Marx. Il y avait cette autre grande idée qui rejoint ce que tu dis. Tout ce qui paraît confus, tout ce qui s'appuie sur des mots compliqués, mais également tout ce qui demande un effort anormal de compréhension révèle de la rhétorique tartuffe, du mauvais commercial pour cacher les néants de la pensée. Et alors, j'ai beaucoup aimé ceux qui demandent un effort anormal de compréhension cache le néant de la pensée. Donc je finis. Sachez-le, l'idée se montre exigeante. Elle n'aime coucher qu'avec un esprit de synthèse. C'est génial. Donc, ils disent, c'est juste parce que j'ai commencé ma vie, non, je vais pas commencer. J'ai commencé ma vie d'adulte dans l'humanitaire, donc ça n'a rien à voir. Mais plus tard, j'ai enseigné à l'université, puis j'étais dans une très très grande école, l'école normale supérieure. Et parfois, franchement, je me disais, mais un gars en face de moi, on a le temps de tendre de la pensée, et il se fout de ma gueule, parce que même en faisant des efforts de compréhension absolument anormaux, je n'y arrive pas. Et en comparaison, quand j'étais aux États-Unis, pour ces mêmes études, j'ai eu un prof formidable, Noam Chomsky, qui n'est pas la moitié quand même d'un débile, on pourrait dire. Et c'était à ce moment-là qu'il avait sorti un très gros bouquin. Alors, c'était en anglais, il n'y avait pas encore la traduction française. Et mon anglais, à ce moment-là, que je débarquais aux États-Unis, était un anglais, de français. Et c'était Understanding Power. Donc, un livre pour comprendre comment le pouvoir agit à travers les âges, à travers les époques, dans différentes... et s'exprime sur différentes classes sociales. Sujet compliqué. Très compliqué. Mais tout était limpide. Dans une autre langue. Et bon, c'est toute l'œuvre de Chomsky est comme ça. Exactement. Et là, on a des gens qui font des bouquins où on comprend rien. C'est les bouquins où, je les appelle les bouquins d'endormissement. Ils servent à ça. Tu lis une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est fini parce que le cerveau refuse de connecter. Et alors, ça, c'est un vrai sujet. Alors, après, c'est du bon sens, c'est toujours pareil. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Nicolas Boileau, il y a 300, 400 ans. Donc, à un moment donné, ça, c'est un fondamental. Alors, moi, ça, je tiens ça. Et le bon sens, je tiens ça du milieu de la communication, d'où je viens, qui encourage la pensée, les idées, à être réduite au maximum pour que ce soit le plus court, le plus clair possible. Il y a souvent une règle, on appelle ça les 3 C. Court, clair, cohérent. Bon, alors après, on rentre souvent après dans la logique du slogan. Mais je parle pas du slogan vendeur qui rentre dans le champ commercial de la pensée. C'est surtout de dire, si on arrive à synthétiser une idée, une pensée avec un minimum de mots, la pensée, non seulement elle est claire pour celui qui l'explique, donc l'émetteur, mais alors elle est encore plus claire pour celui qui la reçoit, donc le récepteur. Et surtout, elle est efficace, puisque le récepteur lui-même va pouvoir la comprendre et la restituer. Le but d'une pensée ou d'un livre, c'est ça. C'est dire, j'ai lu ça, c'est super,
je te le résume en une phrase, et après, le mec la comprend et peut ensuite partager la thèse de l'auteur. Ça renvoie à quoi? Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que on est dans une société bruyante et soi-disant d'experts. C'est de néo-experts et ce qu'on appelle aussi les toutologues, quoi, qui sont spécialistes de tout, qui peuvent intervenir sur tous les sujets. Mais en fait, non seulement ces experts s'inscrivent dans la société déblatérante où il faut parler 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, pour au final, qu'est-ce qu'on retient? C'est peu de choses finalement, donc ça n'imprime pas. Et surtout, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Et donc, moi je pense que quelqu'un d'efficace, c'est d'abord quelqu'un de clair. Si en plus il peut avoir une pensée originale, eh ben là on prend. Donc moi, le bouquin, j'essaye d'être le plus simple possible, le plus court possible. Donc là, on a travaillé sur la forme, et pour que ensuite l'action soit la plus limpide possible, et puis que ce petit livre jaune puisse se diffuser au maximum. Est-ce qu'il n'y a pas des idées qui arrivent trop tôt? Et même si on les exprime pour soi-même clairement, de manière courte, claire, cohérente, c'est trop tôt. Exact. Et les autres, même si on fait tout bien, c'est Alors ça, c'est un vrai sujet. Alors, un drame d'ailleurs pour certains. Alors ça, j'en consacre pas une partie, mais quand même un petit 2-3 textes sur le sujet. C'est la question de qu'est-ce qu'une bonne idée. Bon. D'abord, moi je dis qu'est-ce qu'une bonne idée? C'est une idée qui a été préservée. Préservée des autres, préservée de la réunion, ou plutôt de la réunionnite, préservée du couloir, préservée de la prudence de l'époque. Ça, je suis très attaché à ça. Une idée qu'on croit originale, elle l'est, parce qu'on l'a préservée. Parce qu'à partir du moment où on l'a partagée, on l'a diminuée, on l'a amendée, elle a perdu de sa substance, elle a perdu de sa force. Donc une bonne idée, elle a été préservée. Bon. Deuxième point, et là je vais répondre à ta question, une bonne idée, c'est une bonne idée qui arrive au bon moment. Et ça, c'est... Ça, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, et je vais venir là-dessus. C'est le bon moment quand, je dirais, la société, quand le marché, ça dépend du point de vue du consommateur, le citoyen, en tout cas l'époque, est mûre, mature. Il y a beaucoup d'idées que j'ai mis en avant dans le livre qui sont sorties trop tôt, mais qui étaient des bonnes idées, mais qui étaient trop en avance sur l'époque. Par exemple, la cigarette électronique, elle est sortie, c'est une marque qui s'appelait Premier, qui est sortie dans les années 70, je crois. La tablette, le téléphone portable, le métavers avec Second Life. Bon, il y a 5-6 exemples comme ça, et j'explique que les idées, c'était bonnes, mais bien en avance sur le temps. Bon. Et puis ensuite, il y a des contextes qui sont favorables à l'émergence des idées. Par exemple, la visio, téléphone en visio. Bon. Zoom existe depuis 2011. Ça, personne ne le sait, ça. Bon. Très peu de personnes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la Zoom a explosé au moment du confinement. Donc, c'est-à-dire 10 ans après, exactement, les conditions étaient là pour que le produit fonctionne. Je me pose la question, s'il n'y avait pas eu de confinement, est-ce que Zoom aurait explosé à ce moment-là, peut-être plus tard, ou est-ce qu'une autre technologie, dans un autre moment, aurait pu se développer à côté? Donc, il faut, en conséquence, toujours s'appuyer sur ce que j'appelle dans le bouquin, qui est vraiment une des deux autres clés, ce que j'appelle les courants porteurs. C'est de se dire, j'ai une idée,
dans un univers, une thématique, je ne peux pas faire fi des courants porteurs. Courants porteurs pour le climat, le féminisme, les violences, enfin, des sujets qui font la société. Et il faut que l'idée, à un moment donné, s'inscrive dans ces courants pour profiter, comme dans les arts martiaux, d'une force extérieure. Sinon, l'idée, elle n'a pas d'elle-même une force. Il faut qu'elle s'inscrive là-dedans. Donc, Zoom, ça a été le confinement. Et puis après, il y a tout un tas d'idées comme ça. Donc, la bonne idée, elle arrive au bon moment, au bon endroit. Et moi, ce qui me fait dire aussi souvent, dans le jugement d'une idée, je me dis jamais, tiens, c'est une mauvaise idée. C'est d'abord, une mauvaise idée, elle peut devenir bonne effectivement avec le temps. Donc il n'y a pas de mauvaise idée en soi. Et après, il y a une gestion du temps. Le problème, c'est qu'on est dans une époque très court-termiste. On veut tout de suite et on veut des résultats. S'il n'y a pas de chiffre de vente ou de vue, c'est une mauvaise idée. Or, une idée, elle peut imprimer avec le temps. C'est vraiment très intéressant. Dans deux domaines que je connais un peu, la géopolitique et l'économie, sans citer de nom, ça fait un bout de temps que je constate les très grandes difficultés, même de gens que j'aime bien, très intelligents, compétents, de sortir des cadres de pensée. Et c'est quelque chose, je pense, qui... En fait, Emmanuel Macron, il devrait lire ton bouquin. Et quelques autres, parce qu'ils ont du mal à sortir de cadres, en particulier dans le domaine économique et géopolitique, qui enfoncent l'Europe et la France en particulier à la vitesse grand V, au point de ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Alors, j'étais très, très, très en avance sur mon temps, moi aussi. Je me vante un petit peu. Il faut bien. Combien, quand même. Jamais mieux servi par soi-même. Pour une idée horrible en plus, c'est une idée tout à fait atroce. C'était dès 2004. Je disais, la Russie va être une superpuissance. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans ces sociétés, dans la politique de ce pays, qu'il faut faire gaffe. Enfin, il faut suivre ça avec attention. Et à un moment, je me suis retrouvé dans la possibilité de présenter une thèse de doctorat. C'était en 2006. Sur ça. Elle a été bloquée partout. On m'a dit, mais non, c'est une petite puissance, une puissance de vue régionale, moyenne. Parce que c'est pas possible. Parce que ça, oui, mais en fait, je me suis retrouvé face à un mur. Bon, je suis tombé, c'est pas grave. Thèse de doctorat, ça sert à pas grand-chose. Après, c'est chic, mais bon, je m'étais pas trompé. Et le problème, c'est que, alors, il y a l'idée qui arrive trop tôt, et aussi, parfois, le mur est tel, même quand les choses sont invisibles, comme une montre, quand même, les phénomènes de l'autruche et de la dissonance cognitive Absolument. qui agit. Mais en fait, et là pareil, j'en parle, et je vois vraiment le livre comme aussi une sorte d'énergie transmise, partagée avec... Oui, c'est vrai. Non, mais ça donne ça donne la patate. D'ailleurs, Jean-Pierre, c'est ce qu'il m'avait dit. Non, mais Ouais, t'as envie de te lever le matin. Ouais, non, mais c'est surtout, tu vois, sur la 4e de coup, j'ai aussi souhaité maintenir ce livre-là. Et quand je dis ce petit traité est un colt, donc il y a une dimension d'attaque, mais il y a aussi, il faut que, en fait, ce que je veux faire passer comme message, c'est que, alors d'abord, après je vais revenir après, c'est la notion d'idée. Ce que j'entends vraiment par idée, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un mot qui est extrêmement galvaudé. On en parlera après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avoir une idée, ça dérange. Une bonne idée, elle dérange. Elle gratte. Parce qu'en fait, elle vient déstabiliser quelque chose. Je pense que, il y en a, Guy Debord parlait des idées dangereuses, mais il y a un moment donné, il faut qu'elle crée quelque chose. Donc forcément, quand on vient avec une idée de doctorat, une idée j'en sais rien, de livre, une idée de spectacle, une idée de... Et puis que celle-ci, elle casse un peu les codes. On ne sait pas comment on va la traiter parce qu'en fait, elle sort de la norme. Moi, ça m'intéresse. Mais le système dans lequel on est, l'écosystème dans lequel on est,
on est dans un marché aussi, c'est-à-dire avec un public qui veut parfois entendre donc des choses, donc on va lui donner ce qu'il veut entendre. Et le citoyen, c'est pareil. Donc finalement, on lui livre une marchandise. Là, on revient à cette notion très clé de marchandise. Ben moi, c'est pas de la marchandise que je viens livrer, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit devient intéressant que si le bouscule. On bouscule les normes, on bouscule l'ordre établi, quel qu'en soit le sujet. Et une idée est pour moi, je dirais qu'une idée a l'appellation d'idée à partir du moment où elle bouscule un peu. Sinon, il n'y a pas de... Et même dans un monde où on est un peu post-68, où justement, bousculer, tout le monde bouscule, tout est révolution, tout est nouveau tout le temps, est-ce qu'on n'a pas... Même dans ce monde-là, tu penses que ça marche? Parce que même si la pensée peut être bloquée domaine par domaine, il y a quand même ce culte de la nouveauté, du soyez disruptif. Ouais. Alors, il n'était pas du tout disruptif, ça qui est génial. Il fait partie des gens qui... Il faut être disruptif, il n'est pas disruptif du tout, à part dans la communication. Mais Qui? Macron. Ah ouais. Les choses qu'il fait, il était totalement uniforme. Non, mais alors déjà, il y a eu un peu un malentendu. Le mot disruptif, effectivement, on vient casser pour casser. Mais on oublie que dans le concept même de disruption, il y a une notion, et je vais y venir, je vais faire la passade avec la notion d'idée. Le mot le plus important de disruption, enfin la notion derrière disruption, c'est la vision. Donc, casser un mur, pas de problème, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Et là, je renvoie à idée, parce que l'idée vient du grec idéin, qui veut dire voir. Et en fait, une idée, c'est une façon de voir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je réhabilite cette notion d'idée parce que une idée, c'est pas du blabla, c'est pas un commentaire, c'est pas une polémique, c'est pas une émotion, c'est pas une logorée, c'est pas ça. C'est une vision. Donc, par exemple, le romantisme, c'est une vision, c'est une façon de voir la littérature. L'impressionnisme, c'est une façon de voir la peinture. Le déconstructivisme, c'est une façon de voir l'architecture. Donc, il y a une vision. Donc, quand on parle de disruption pour la disruption, casser les codes, c'est une chose. Mais moi, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire casser pour casser, ça n'a aucun intérêt. Casser pour ensuite voir quelque chose, amener quelque chose. Ça, c'est intéressant. Ou casser pour faire la même chose qu'avant. Ouais, exact. Alors, c'est encore pire. Non, mais toi qui étais là et qui a fait de la communication, on le voit tout le temps dans les pubs, maintenant c'est ridicule. Soyez disruptif. Bah oui. Achetez les voitures plouf plouf, Bah oui. et qui en fait c'est la même que l'autre. Mais bien sûr, non. Mais en quoi c'est disruptif? Bah, et en fait, quand tout est disruptif, différents tons dans la pub. Non. Puis après, là, on rentre dans le bullshit, dans le creux où il y a rien. Donc, puis en fait, disruptif pour être disruptif, c'est-à-dire le gratuit mène à rien. Et alors, effectivement, quand tout est disruptif, rien n'est disruptif. C'est-à-dire que soit on s'est mal entendu sur la notion de terme, tout est bullshit. voilà, ou soit on place pas le bon mot, le bon terme sur le bon sujet. Donc, disruption, c'est la capacité à casser les codes, à bouleverser un ordre établi, quel qu'en soit le domaine, mais si et seulement si derrière, on lui apporte une vision. Et voilà. Donc, casser les conventions d'un marché, c'est la promesse de la disruption, mais y apporter derrière une vision. Ça, c'est l'autre promesse, et c'est celle qui n'est pas forcément intégrée. Pour celui qui veut parler de la disruption de manière correcte, juste. Est-ce que ton livre serait utile à une politique qui veulent vraiment changer les choses? Eh ben, Ou c'est un domaine où... Ah non, mais moi, je m'ouvre absolument à tous les sujets, et je pense que c'est un livre qui peut à la fois intéresser l'artiste, l'écrivain, le citoyen, et puis le collectif. Et moi, j'ai toujours été intéressé par... parce que le lecteur, c'est un individu. Moi, j'aime bien le groupe, le mouvement, le courant.
Alors tout de suite, tous ces mouvements, on pense tout de suite au côté partisan politique, en parlant peut-être de courant, de mouvement, de force, d'énergie. Et donc je m'adresse aux citoyens qui voudraient, qui auraient envie de dire des choses et qui pourraient, à l'appui de ce livre, peut-être se structurer et peut-être s'organiser avec celui qui aurait lu le même bouquin, par exemple. Petit manuel politique, alors. Manuel d'énergie. Voilà. Non, parce que vu les problèmes quant à la société française, puisqu'on est en France, il y a intérêt à avoir de nouvelles idées. Là. Que ce soit la dette, l'économie, Oui. l'immigration, la sécurité, quelle que soit la manière dont on voit, que ce soit positif, négatif, je citais la crise géopolitique, tout a l'air de buter contre un mur comme des lemmings qui arrivent. Non, mais l'image. Il serait bien qu'il y en ait certains. Alors, mais c'est sûr. Alors moi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce livre, il est dans son époque. Et donc, quand je dis, quand la promesse, c'est comment se faire entendre dans un monde bruyant, dominé par les réseaux sociaux, j'ai démarré par ça. Mais pas que. C'est aussi les chaînes d'information, le flux continu, d'opinion, le commentariat. C'est des notions que j'explique, enfin que je prends le temps d'expliquer dans le livre. Mais c'est surtout, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est un peu dans le sas du monde d'après. J'aime bien cette notion parce que on nous a vendu, ou en tout cas amené le monde d'après sans vraiment le définir. Mais moi, je dis qu'on est dans le sas du monde d'après, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre deux mondes. On sent bien qu'on a quitté un monde, appelons-le le monde d'avant, qui reposait sur une manière de faire, de travailler, où les modèles étaient là, et on a l'impression que tout est en train de, pas forcément d'être éclaté, mais d'être repensé. Le problème, c'est que soit on veut repenser pour revenir au monde d'avant, donc ça c'est la thèse de certains, d'autres qui veulent le casser, mais à quoi on ne sait pas. Donc je pense que les idées, la créativité, elle est aujourd'hui fondamentale, puisque en fait, il va falloir repenser le modèle. Et le modèle, que ce soit dans la communication, le modèle dans la politique, le modèle dans tout. On voit bien, il y a une crise des partis politiques, mais il y a aussi une crise du politique. C'est l'image des citoyens, crise du sens. Du sens, de la démocratie. Je veux dire, tout est à repenser. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, avec les mêmes méthodes, les mêmes acteurs, les mêmes profils, en fait, on repasse ça. Mais finalement, à part des petites propositions qui sont au fond, au mieux des effets d'annonce pour de la com, ou au pire, des promesses électorales vides, simplement pour gagner l'élection, il n'y a pas d'idée. De vraies idées fortes. D'abord, une idée, comme elle dérange, en général, elle cristallise. Mais mis à part les effets d'annonce et autres, il y a très très peu, dans le champ politique, des idées fortes. À tel point qu'aujourd'hui, la pensée politique, elle est déléguée à un tiers. Alors, c'est soit des think tanks qui pensent à la place des politiques, ou carrément des cabinets de conseil. Ça, c'est un vrai sujet. Où est le politique? Où sont les partis? Et où est la matière? La pensée, tout à l'heure, tu parlais d'autocritique et d'autogestion intellectuelle. Ça commence par là, déjà. Tu as appliqué tes idées à la promotion de ce bouquin? J'essaye. Bon, déjà jaune sur noir sur jaune. Le jaune, c'est la créativité, et puis c'est impactant et c'est sympa. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais jaune, noir sur jaune ou jaune sur noir, c'est la combinaison idéale pour que le cerveau accroche. Là, c'est pas si tu savais. Non, tu me l'apprends. C'est une bonne idée. Comme gilet jaune d'ailleurs. Bon, c'est pas parce que c'est que la couleur qui fait le succès en particulier. Non. Gilet jaune. Mais tu fais des trucs là, tu rajoutes des chapitres. Alors voilà. Dans des sortes de promos. Ouais. Alors ça, c'est très important ça. C'est en fait d'exemple. Ouais. Alors en fait, le truc, c'est que, alors pareil, la forme du livre est importante et la manière aussi d'en parler. Oui, parce que c'est aussi une forme originale.
Ouais. Même si d'autres l'ont fait, mais c'est quand même intéressant ce côté. On peut en passer partout. On a tout à coup quelque chose qui accroche. Ouais, comme c'est ça. ça. Ouais, ouais. Non, mais il y a un mix. Alors, c'était donc intéresser le lecteur, à la fois le surprendre et franchement pas l'ennuyer dans la lecture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'utilisation, ce que j'appelle l'utilisation mitraillette de l'impératif. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup d'impératifs. C'est pas que je veux m'adresser au lecteur comme ça, mais c'est simplement ça aide dans la forme pour passer de l'énergie. Donc, je me mets aussi dedans. Donc, la forme est importante, mais c'est aussi la manière dont je souhaite parler de ce livre-là est importante. Pour à chaque fois, ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Donc, en termes de promotion, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un côté un peu pirate. Et c'est vrai que j'ai été présenté, on va dire, dans le monde de l'édition récemment comme l'écrivain pirate. Alors, j'avoue que ce qualificatif... Pour noir. Voilà, j'aurais pu ramener mon petit bandeau. Un peu en uniforme, j'aurais dû. Et en fait, j'avoue que ce qualificatif ne me déplaît pas parce que ça correspond à la fois à mon état d'esprit, pas pirate, et à l'état d'esprit du livre. Alors, ce qui est intéressant, après j'expliquerai un petit peu les méthodes terrain d'idées, mais pirate vient du grec pyran, qui veut dire celui qui tente sa chance. Donc, je m'appuie sur l'étymologie et l'essence même du mot pirate. C'est celui qui tente sa chance dans un monde bruyant, dans un monde saturé, presque perdu d'avance. C'est un peu fou finalement, sortir un bouquin, une chanson, faire tout un tas de trucs dans ce monde bruyant. Comment est-ce qu'on peut imaginer ? C'est un peu même décourageant en fait. En fait, tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit un peu découragé dans le monde des idées, pour entreprendre finalement, dans le monde de la pensée. Donc, c'est derrière ça, je milite pour une pensée, pour une action un peu pirate, un état d'esprit un peu pirate. Et donc, j'ai décidé d'aller moi-même m'occuper de la promotion. Donc, je vais dans les librairies, essentiellement parisiennes, puisque je suis à Paris. Et donc, je vais dans les librairies et je détourne la matière environnante, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, d'ordre symbolique. Par exemple, les bandeaux. Donc, je vais sur mes propres bouquins et je mets d'autres bandeaux. Donc, je détourne les bandeaux, je détourne les fiches coup de cœur des libraires. Donc, j'écris moi-même sur mes bouquins pour interpeller. C'est totalement de la piraterie. C'est totalement de la piraterie. Je mets aussi des petits panneaux de signalétique sur mes propres bouquins avec des petits cerveaux pour dire que sur ce bouquin, bah, on pense un peu, quoi. Avertissement. Mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Exactement. Je rajoute des petits bandeaux pirates. Voilà. Donc, je fais l'action in situ. Puis après, je m'en vais. Il t'est repéré ou pas? Alors, parfois, je suis repéré. Parfois, alors j'ai des futurs lecteurs qui me disent, qui me regardent un peu alors qu'ils savent pas comment réagir, puis après qui viennent, qui me disent c'est sympa ton truc et tout, c'est toi qui as écrit le livre. Je dis ouais, c'est moi qui. Et puis finalement qui repartent avec. Et puis la dernière fois, j'ai fait j'ai lancé un jeu de piste dans Paris où j'ai glissé des extensions inédites du livre. Il y avait une notion que je n'avais pas abordée dans le livre, c'était en gros, les paradis artificiels, mon avis sur les paradis artificiels pour la créativité. Donc là, j'ai fait un texte inédit que j'ai glissé en 25 exemplaires un peu au hasard dans Paris. Donc, et puis après, je communique un peu dessus. Et derrière ça, il y a un côté pirate, il y a un côté do it yourself. Vas-y, fais-le. Et ça coûte rien. Et ce que je raconte dans le livre, c'est qu'à un moment donné, sur la ligne de départ, même si vous n'avez rien, même si vous n'avez pas le capital médiatique, pour reprendre une notion de Bourdieu, mais là, capital médiatique, c'est-à-dire un petit réseau, du budget, des relations et tout, il va falloir y aller avec les idées. Voilà. Donc, je milite pour ça. Et des fois, avec pas grand-chose, on peut avoir beaucoup de choses. écrit même que c'était une bonne chose. J'en ai fait un manifeste. Dépourvu. Si vous n'avez rien sur la ligne de départ, vous excellerez dans la culture de la démerde et l'art du do-it-yourself. C'est ça. Je crois que c'est ma phrase préférée. Ah ouais? Ah oui, bah ouais. C'est aussi la mise en exergue. C'est ce que j'ai mis en exergue en manifeste parce que je trouve que c'est un état d'esprit. Et rien sur la ligne de départ, c'est décourageant. Et justement, non.
Le rien, c'est un énorme bagage. Alors, pour finir, sur le monde dans lequel on est justement, qui est fait de tous ces réseaux sociaux et d'outils, en particulier les outils IA, la créativité, les idées, ont l'air d'un côté... Alors, on a l'air submergé, je sais pas qu'on a l'air, on est submergé par des choses qui sont faites par des machines. Alors, dit, bon, j'aimerais bien faire un livre ou une musique sur... Si j'ai bien compris, maintenant, un tiers des musiques qui sont sur Spotify, c'est des... Ouais, tiers, tout à fait. C'est des... Ces derniers. Ah ouais. C'est de l'intelligence artificielle. J'ai bien rigolé moi-même. Là, C'est usé. Comment il s'appelle ce Sony son... Bon, peu importe. Il y a des IA. On a 2 idées qui passent par la tête. On met 3-4... même pas de phrases, des idées, des mots. J'aimerais bien un style samba jazzy. Et il y a 4 versions qui sortent. Ouais. Le mec, il met ça sur YouTube et ça tourne. Bon, c'est une idée, c'est une idée en allant aux toilettes. Ouais, non, pas un truc... il faut beaucoup de travail, parce que, aussi une remarque, le livre est court, mais on voit bien que tu as lu des bouquins quand même. Et tu as pas mal réfléchi, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une centaine de notes de bas de page. Oui, il y a aussi des clins d'œil, des renvois qui c'est livre à tiroir. De ce point de vue-là, non mais... Ouais, qu'on peut dire sur la cour. Sur l'IA, la technique, c'est la technique. Donc on a ce problème de l'IA. Ouais. Est-ce que il y en a qui se font vraiment entendre, mais avec de la merde. Ouais. Là, apparemment, on est noyé. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont l'air. J'ai découvert ça ce matin avec mon épouse, qui étudie aussi tout ça. Les Fnac, les librairies sont en train d'ouvrir des espaces de plus en plus grands pour la fiction romantique. Ah oui, la dark romance. Il y a la dark romance, mais aussi la dark romance, bien sûr, et la romance. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Mais 99%, c'est visiblement fait par de l'IA avec des groupiers, et de la romance en dégoulinant de meringues. C'est vraiment... Bon, est-ce que... Alors, moi, ce que j'entends... Alors, il y a 2 sujets là-dedans. Alors, d'abord, sur l'intelligence artificielle, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut vivre aussi avec l'époque. Ça sert à rien de rejeter. Donc, c'est comme le smartphone, c'est qu'on ne va pas faire de débat pour ou contre les smartphones, pour ou contre les réseaux sociaux. Déjà, poser cette question, ou pour ou contre l'IA. Et puis, dès qu'on commence à dire on va la réglementer et tout, c'est déjà pas tout de suite, il faut réglementer, quoi. Enfin, moi, je poserais la question autrement. Qu'est-ce qu'elle peut permettre? Et surtout, comment garder sa place? Bon, donc je pense que l'intelligence artificielle peut être un super assistant sur la question, un peu comme Google. D'ailleurs, on ne s'est pas posé la question de savoir à l'époque s'il fallait fermer Google ou réglementer Google. Les informations, on peut avoir des informations, des choses et tout. Bon, alors après, derrière, se pose la question de la vérification, parce que ça reste une machine, on est quand même qui peut aussi faire des erreurs. Donc, premier élément, c'est accepter l'époque dans laquelle on est, et on va dire de vivre avec son temps. En revanche, il y a un rapport de force qu'il faut gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je le cite aussi dans mon livre, je parle de la société technicienne et toute la pensée de Jacques Ellul, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'homme soit supérieur à la machine, ne soit pas dépassé, encore moins obsolète. Et ça, c'est l'enjeu. C'est de dire qu'à un moment donné, je maîtrise la machine. Il y a un risque dans le sens où si la machine pense plus que l'homme, va y avoir un problème. Si on délègue, tout à l'heure je disais, on délègue la pensée politique à un tiers, think tank, cabinet de conseil. Mais demain, ça va être quoi? Ça va être la rédaction de lois à l'intelligence artificielle, parce que donc on délègue la pensée, on délègue la créativité. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être créative, je dis que le cerveau, on est en train de sous-estimer le cerveau humain. Il est puissant. D'autant qu'en plus, selon les études, on dit que l'être humain utilise que 10% de son cerveau. J'ai envie de dire, allons chercher les 90% restants. Donc, c'est le combat du cerveau humain qu'il faut mener, pas forcément le cerveau de la machine. Faut accepter la machine, mais garder l'intelligence. Ensuite,
j'oppose la production de contenu à la production d'idées. Donc, toutes les références que tu disais sur le marché de la musique, il existe, mais ça s'appelle du contenu. Je blabla, je copie les uns les autres. Mais si je produis des choses, qu'est-ce que je produis? Des idées. Les idées, c'est la vision. On revient toujours. Le contenu, c'est une espèce de mot. On a l'impression que c'est une bulle qu'on va remplir de textes, d'images, de vidéos. Mais il n'y a rien dedans. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qu'on dit de l'époque? Moi, je crois que le grand enjeu aujourd'hui, même quand on fait de la new romance ou de la dark romance, c'est qu'est-ce que je dis de mon époque? Qu'est-ce que je dis des relations hommes-femmes, de la psychologie, pour rester dans ce domaine-là? Et qu'est-ce qui va me différencier de la masse? Ben là, ça va être l'originalité, ça va être la disruption. On pense faire la même chose que tout le monde. Ben non. Et là, sinon, il y a pas d'idée. Et encore une fois, j'explique dans le bouquin à un moment donné, l'idée, c'est pas une émotion, c'est pas une polémique, c'est pas une indignation non plus. S'indigner, c'est pas une idée. Voilà. Donc, et contrairement à la machine aussi, dernier point, c'est que nous, l'être humain, jusqu'à preuve du contraire, on ressent des choses. Donc ça, c'est toute la dimension des sensations, des impressions, toute la démarche empirique expérimentale. Pour avoir des idées, il faut vivre. Il y a une démarche expérimentale. La machine, elle vit pas, elle ne ressent pas. Et je pense que les idées, elles viennent de l'observation, de la confrontation, de la collision, de l'expérience, parfois des drames, à droite à gauche, mais de la vie. Et elle vit pas, l'intelligence artificielle, elle est artificielle. Voilà. Merci François, vraiment Merci formidable petit livre, grand livre en fait. Jean-Pierre avait raison. Petit traité des idées. Voilà, c'est une arme, ça vous servira. Voilà, c'est un beau cadeau. Noël arrive. C'est un beau cadeau de Noël pour Noël et pour les autres. Voilà, n'hésitez pas, ça fait réfléchir et ça donne des idées. C'est l'idée. C'est l'idée de ce livre. Merci François. Merci à vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire des commentaires, et surtout de partager, comme ça on diffuse. Et puis voilà, vous pouvez aller voir, j'en ferai un article sur le site de cet entretien, sur le site, et puis j'irai un peu plus en détail, sur le site de Fréquence Populaire, le portail, là où on a les articles écrits, pop.media, vous pouvez y aller. Il suffit de renseigner un email et vous avez accès à tout sans aucune publicité, ce qui permet de réfléchir tranquillement à ce qui est écrit sans qu'on ait des propositions de voyage au Vietnam, de la lingerie ou l'achat de four ou de lave-vaisselle. C'est ma préoccupation du moment. Et la machine, elle entend, elle me prend dans tous les autres médias, je reçois les publicités, c'est très agaçant. Bon, vous n'aurez pas sur pop.media. Et pour ceux qui auraient la possibilité de nous faire un petit cadeau à nous aussi pour Noël, vous pouvez prendre un abonnement qui est totalement bénévole, enfin pas obligatoire pour lire, encore une fois. Un tarif, c'est quoi? Un café par mois, 2 € par mois, ou plus pour ceux qui ont la possibilité. Mais nous, ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait. Merci à tous et à très bientôt. Merci François. Merci. Et puis, on va te réinviter, ainsi que Jean-Pierre. T'es coincé, Jean-Pierre.